Le saviez-vous? Le saviez-vous? La Fury Dance n'est contrairement pas, comme son nom le laisse supposer, une danse avec des furies. Non, c'est bien pire que ça. Provenant à l'origine de traditions celtiques célébrant le retour du printemps, qui se sont par la suite mélangées à diverses traditions chrétiennes et événements locaux, en passant même par une mention à l'armada espagnole, oui, cette pratique, aujourd'hui principalement célébrée à Helston en Angleterre, ce tous les ans lors du 8 mai, lors de ce que l'on appelle le Flora Day, consiste en fait en plusieurs danses qui se succèdent tout au long du jour. Cette dernière étant en fait l'une des plus vieilles coutumes anglaises encore pratiquées de nos jours. 80 couples dansant dans les rues, rentrant ainsi dans certaines maisons et magasins dédiés lors de cette journée afin d'y faire sortir, je cite, les ténèbres de l'hiver et d'y amener la lumière du printemps. Tandis que d'autres à côté chantent pendant ce temps-là des chansons sur l'histoire de la ville, sur Saint-Georges, sur le combat entre Jésus et le diable, ou même encore sur, je cite une fois de plus, le défi qu'a donné l'armada espagnole à la flotte anglaise. Et on prend tout, hein, manquait plus que l'histoire des Schtroumpfs. Cependant, outre l'Angleterre, sachez aussi que des pratiques similaires ont en fait aussi lieu au travers du reste de l'Europe. Comme par exemple au Luxembourg avec la procession dansante d'Echternach. Cette procession dansante qui a lieu elle aussi chaque année au printemps. Ce ici lors du mardi de la Pentecôte. Des processions qui ont elles aussi lieu depuis plusieurs siècles. Des vidéos sur ces processions dansantes remontant même jusqu'au tout début des premiers films d'actualité filmés durant les années 20 et 40. Regardez comment ils ont l'air heureux. On dirait moi quand je suis invité à un mariage. Le saviez-vous? Jusqu'en 1956, les enfants pouvaient boire de l'alcool tous les midis à la cantine. Afin de lutter contre l'ivresse dans les cantines scolaires, oui, le gouvernement avait en fait pris les choses en main et avait fait interdire les carafes de vin qui étaient jusque-là distribuées dans les cantines, ainsi que tout autre alcool aux enfants de moins de 14 ans. Une loi qui ne fut pas forcément bien accueillie par tous à l'époque, car la pratique était alors courante pour bon nombre de gens. Donner de l'eau coupée à du vin à son enfant par exemple, pour qu'il la consomme à l'école, étant alors la chose la plus normale du monde pour certains. Une pratique qui était alors d'autant plus ancrée et renforcée par une véritable propagande pro-alcool qui avait eu lieu durant les décennies précédentes. Pour preuve, durant les années 30, un comité national de propagande en faveur du vin avait même été créé, avec comme principal objectif que d'encourager la pratique en habituant les enfants au goût du vin dès leur plus jeune âge. Vin dont on disait alors qu'il les aiderait à rester en bonne santé, favoriserait leur croissance et stimulerait leur intellect. Et ça avec une bonne cigarette pour s'aérer les poumons et soigner son bébé. Le vin ayant par ailleurs même fait partie des boissons dites hygiéniques, et ayant eu le droit à une réduction de taxes dans la loi du 29 décembre 1897, chose qui favorisait encore plus sa consommation. Bref, 1956 ayant quelque peu chamboulé les habitudes, on préconisera alors à partir de là de donner à la place un bon verre de lait sucré aux enfants. Oui mais moi je suis pas d'accord, il y a plein de maladies dans le lait. Alors que l'alcool, ça désinfecte. Mais cette pratique, donc bel et bien ancrée dans les habitudes, fera que la consommation de vin par les Français mettra bien du temps à descendre. Passant de 170 litres par an et par habitant au début du XXe siècle... Quoi 170? Mais ça fait presque 1 litres par jour. Bon, ceci dit, vu ma consommation de bière sur l'année, à une centaine de litres en 1970, à enfin un bon 42 litres de nos jours. Ce qui représente néanmoins toujours tout de même la plus grosse consommation annuelle de vin par habitant au monde. C'est qu'on a une réputation à défendre, nous. Et ça, je le fais pour la France. Le saviez-vous? Lors de sa popularisation en bouteille en verre vers le XVIIe siècle, le champagne avait rapidement acquis un surnom peu flatteur, celui de vin du diable. Un surnom qu'il avait en fait acquis du fait que les bouteilles dans lesquelles il était contenu explosaient mystérieusement et que leurs bouchons sautaient soudainement. Une chose alors inexpliquée qui lui fit rapidement une mauvaise réputation, et qui le fit bannir par le clergé qui ne le considéra pas moins que comme le vin du diable. Oui, basiquement, il savait pas pourquoi ça explosait soudainement. Du coup, qui d'autre que ce dernier pouvait bien faire cela? Va des rétro, alcoolo! La raison à ces explosions inexpliquées, loin d'être démoniaques, était tout simplement due au fait que les bouteilles utilisées à l'époque n'étaient en fait pas appropriées à la conservation de ce type de vin. D'autant plus qu'on n'utilisait alors pas encore de cuve de fermentation lors de sa conception. Une chose qui faisait en fait que le raisin était directement mis en bouteille
sans avoir eu une première fermentation au préalable. Une combinaison d'éléments qui entraînait avec le temps l'explosion des dites bouteilles. Mais pourquoi procédait-on alors de la sorte à l'époque, me direz-vous? Monsieur Racco. Eh bien parce que les vignerons pensaient en fait à tort que cette méthode faisait en fait se garder un maximum d'arômes au vin. Pour que ceux-ci changent leur méthode, il faudra attendre 1670 avec l'arrivée de Dom Pérignon, ou Dom Pérignon, un moine bénédictin d'Auvilliers qui commencera à structurer le processus de fabrication du champagne pour lui donner la saveur que nous lui connaissons aujourd'hui. Ce dernier serait d'ailleurs aussi responsable en plus, à ce que l'on dit, de l'emploi du bouchon en liège, maintenu par une ficelle de chanvre imprégnée d'huile, empêchant ainsi que celui-ci ne saute, ainsi que du renforçage des bouteilles en adoptant un verre plus épais afin que celle-ci n'explose plus. Néanmoins, pour connaître tous les secrets de la fermentation et du champagne, il faudra attendre le 19e siècle, ce avec les études et découvertes de Louis Pasteur. Le saviez-vous? La ligne Maginot n'a pas été abandonnée en 1945 après la fin de la guerre. Des travaux et projets pour son agrandissement étaient même en cours jusqu'en 1960, année où ceux-ci ont soudainement tous été arrêtés. Un arrêt soudain qui correspond en fait au tout premier essai nucléaire de la France, Gerboise Bleue, une bombe de 70 kilotonnes détonée en plein Sahara. Rendue obsolète car rentrant au rang des puissances nucléaires, l'heure étant à la dissuasion et non plus aux invasions terrestres, les ouvrages de la ligne Maginot seront progressivement déclassés à partir de 1964 avant d'être petit à petit vendus par l'armée à partir de 1970. Seuls quelques ouvrages étant encore de nos jours propriété de celle-ci, la plus grande majorité ayant été vendus à des communes ou étant devenus des propriétés privées. Et en parlant de la ligne Maginot et de défense, savez-vous ce qui ferait une bonne défense à votre PC? Eh oui, NordVPN! Grâce à NordVPN, dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler, protégez votre PC et ses données en vous connectant à l'un de leurs plus de 5000 serveurs à travers le monde. Du coup, si vous aviez pas compris, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Contournation des limites de bande passante, pas de géolocalisation, de la sécurité en naviguant sur le net, et ce ne sont là que quelques-uns des nombreux avantages d'un abonnement magique à NordVPN. Profitez dès maintenant de 70% de réduction et d'un mois offert en utilisant le code ETH via le lien qui s'affiche à votre écran. Et c'est garanti sans risque si vous êtes intéressé, car si cela ne vous convient pas, vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment durant ce premier mois d'utilisation offert. Fonctionne sur Windows, macOS, Android et iOS. Bande passante illimitée, double cryptage des données, le partage P2P est autorisé et le protocole de sécurité IKEV2 IPsec ne peut être craqué. Heineken et Desperados. Et n'oubliez pas, c'est le code ETH sur le lien qui s'affiche à votre écran si vous voulez profiter de 70% de réduction et d'un mot offert. NordVPN, le paradis YouTube Game, le meilleur service VPN. C'est fait. Le saviez-vous? Isaac Asimov, le célèbre écrivain de science-fiction du XXe siècle, connu entre autres pour avoir donné les 3 célèbres lois de la robotique, voir mon épisode à ce sujet, via sa série Fondation et Robots, a écrit, durant sa vie, près de 500 livres et répondu personnellement à près de 90 000 lettres et cartes postales. Mais attendez, ça lui a coûté combien en envoi? 45 000 réponses ayant été données par carte postale et l'autre moitié ayant été envoyée par lettre. Le saviez-vous? Mylands Park est le plus petit parc reconnu par le livre des Guinness des records au monde. Situé à Portland aux États-Unis, il s'agit en fait d'un pot de fleurs mis en place le jour de la fête de la Saint-Patrick en 1948, destiné à être, je cite, une colonie de léprecornes et un parcours de choix pour des courses d'escargots. Ce dernier possédant un diamètre de 61 cm pour une surface totale de 0,292 m², et est en fait situé à ce qui devait originalement être un emplacement pour lampadaire. Did you know? Buffalo, 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 Buffalo est une phrase grammaticalement correcte en anglais. Cette dernière étant utilisée pour montrer que les homonymes et les homophones peuvent se combiner pour former des constructions linguistiques complexes et pourtant valables. La phrase utilisant en fait 3 homonymes de Buffalo. Buffalo, le nom commun désignant les buffles ou les bisons. Buffalo, le nom d'une ville de l'état de New York. Ça marche aussi avec un prénom d'ailleurs, comme Buffalo, le mec du spectacle. Et to Buffalo, un verbe qui signifie intimider. Sa traduction en français étant les bisons de Buffalo que des bisons de Buffalo intimident des bisons de Buffalo. Sachez d'ailleurs que la langue française n'est pas en reste, puisque nous avons nous-mêmes nos propres exemples similaires, avec pour exemple si ton tonton sera tondu.
à l'aide. Sinon, il y a aussi raquette avec sa raquette pour une raclette, mais... Le saviez-vous? Heureux de vous avoir connu. Λόπαδο μακεουζελαο γαλεοκρανιολα υψανοδρυμι ποτρήματο σιλφίο καραμπομελιτό κατακεκειμένο κυκλεπικό συφοφάτο περιστέρα λεκτριονοπτε κεφάλιο κυγκλοπελαϊο λάγιο σύρεο μπαφετραγανοπτερι γεν. Est un plat fictif mentionné dans la comédie du dramaturge et poète comique grec Aristophane, l'Assemblée des femmes. Et aussi accessoirement le mot grec ancien le plus long jamais connu. Comportant près de 171 caractères dans son grec original, le mot complet à lui seul occupe pas moins que 6 vers et demi. Le plat imaginaire décrit par celui-ci étant en fait une fricassée composée pas moins de 17 ingrédients, dont entre autres du requin, du pigeon, de l'aigle, du fromage, du miel, du vin et de la cervelle de grèbe castagneux. Miam miam miam, je m'en réjouis d'avance. Quand t'es invité à un repas chez un ami et que ça tourne mal. Les femmes de cette pièce, cherchant en fait à s'accaparer du pouvoir politique, ce ont créé ce dit plat censé satisfaire les goûts de tout le monde et leur permettre ainsi d'arriver à leur fin. Alors j'ai pas lu la pièce, mais quelque chose me dit que ça n'a pas marché. Le saviez-vous? Le rouble de Sestroresque est une pièce de monnaie de l'Empire russe qui ne pesait pas moins que plus d'1 kilogramme. Émise entre 1770 et 1771, sous le règne de Catherine II, cette dernière est encore à ce jour la plus grosse pièce en cuivre jamais émise de l'histoire. Cette dernière en taille et en largeur étant plus ou moins proche d'un palais de hockey. Je me demande bien pourquoi ils l'ont arrêté aussi vite. Le saviez-vous? L'Apollo Guidance Computer, ou AGC, l'ordinateur de vol du module lunaire embarqué à bord de Apollo 11 en 1969, aussi connu sous le nom de Block 2, d'un poids plume pour l'époque de 32 kg et qui avait servi aux astronautes à se poser sur la Lune, serait, en comparaison avec ce qui se fait aujourd'hui, 70 000 fois moins puissant qu'un smartphone dernier cri et 150 000 fois moins puissant qu'un ordinateur haut de gamme. Et oui, en 2012, suite à la mort de Neil Armstrong et les nombreux hommages et articles que cela a entraîné, 2 directeurs de la recherche de chez Google avaient voulu comparer la puissance informatique de la GC avec ce qui se faisait alors. Ces derniers avaient ainsi déterminé que le module exécutait des instructions à une vitesse de 40 kHz, soit 0,00004 GHz. Une puissance déjà 100 000 fois inférieure avec ce qui se faisait en termes de PC en 2012. Si vous voulez sa config complète, sachez que l'AGC reposait sur un processeur de 16 bits, travaillant à une cadence de 1 MHz, sa ROM était de 36 KO, et enfin sa RAM était quant à elle, accrochez-vous bien, de 4 KO. Et si vous voulez même pousser la comparaison plus loin, sachez que même des calculettes font des milliers de fois mieux de nos jours. Mais tout va bien, car si jamais l'AGC plantait ou était détruit durant le vol, ce dernier avait un frère jumeau tout à fait identique, prêt à prendre le relais à tout instant. Sachez enfin pour terminer que le code de l'AGC avait été écrit par une femme, Margaret Hamilton, et son équipe évidemment, ce entièrement à la main et sur papier. Et si ça vous intéresse de le consulter, le dit code est aujourd'hui disponible sur GitHub. Comme quoi,